pure poésie de formes et de couleurs, ces toiles font écho à un air de musique contemporain qui évoque des sensations venant de la nuit des temps. Elles ont pour vocation non seulement à procurer du plaisir, mais aussi à être une véritable invitation à la contemplation. Pour apprécier ces œuvres, il faut d'abord procéder à une fine perception esthétique, ensuite se laisser au fur et à mesure s'imprégner par la toile, et enfin jouir de l'illumination spirituelle qui est offerte. En 1948, une année orageuse de l'après-guerre, le jeune peintre ukrainien Temistokl Virsta s'apprêtait à franchir la frontière qui séparait la Roumanie de la Yougoslavie pour fuir le socialisme stalinien. Parti à la recherche d'une destinée meilleure, le jeune homme ne pouvait pas se douter que, de l'autre côté du rideau de fer récemment installé, il ne trouverait pas la liberté tant désirée, mais que, tout au contraire, il allait courir le risque d'être condamné à mort ou de se voir enfermé dans un camp de concentration. En effet, Paris, la ville qui à l'époque fascinait tous les artistes, ne l'accueillera que quelques années plus tard. Ce passage vers ce monde, à la fois nouveau et étranger, constitue les premiers pas de l'évolution artistique du peintre qui, durant toute sa vie de créateur, s'est efforcé d'introduire dans l'art de nouvelles formes en vue de chanter la grandeur de l'âme humaine. Le devenir artistique de Temistokl Virsta est une belle illustration de l'incarnation audacieuse dans un individu d'une vision de la lumière et du bien que l'art a pour fonction d'apporter à l'humanité. Telle a été la mission vivifiante qui a inspiré l'artiste, car le défi que s'est lancé à lui-même se mettre dans l'art de peindre est devenu la boussole qui lui montrait la direction qu'il allait suivre avec constance et ténacité. La vocation de ce grand peintre a commencé dans une région où, au moment même de sa venue au monde, tout nouveau-né se voit doté d'une immense énergie et d'un puissant caractère. En effet, la Bucovine, une contrée montagneuse, sise dans les Carpates, un pays exceptionnel, celui en particulier de Huțul, est le berceau d'une lignée de génies dont l'Ukraine s'honore à juste titre. Temistokl Virsta en fait incontestablement partie. Temistokl Virsta est né en 1923 dans le petit village d'Ispas, situé dans le district de Vyžnica. Très tôt, les pittoresques Carpates ukrainiennes ont donné au garçon le goût de la beauté et lui ont dévoilé les clés. En effet, on peut supposer que ce sont bien les hautes montagnes de la Bucovine et ses rivières rapides et impétueuses qui ont contribué à l'édification de sa liberté intérieure et à la formation de son esprit indomptable. Le père de Temistokl était professeur de latin et de grec. Il n'est donc pas étonnant qu'il ait choisi pour ses deux fils des prénoms inhabituels dans cette contrée, Temistokl et Aristide, en hommage à de grandes figures politiques de l'Antiquité grecque. Néanmoins, à rebours de leurs modèles antiques, il n'y eut aucune rivalité entre les deux frères Virsta, qui, durant toute leur vie, se sont entraidés et soutenus. Le père a inculqué à ses fils une véritable passion non seulement pour les langues, mais aussi pour la peinture à l'aquarelle et pour le violon. En s'adonnant avec passion à ces arts, les garçons se préparaient dès l'enfance à trouver la voie dans laquelle ils excelleraient plus tard. Après la mort prématurée de Ostap Virsta, il a fallu alors surmonter les difficultés que cette disparition a occasionnées. C'est à quoi s'est attelée avec beaucoup de courage la jeune veuve, qui travaillait dans la même école que son mari. Elle a entrepris d'assumer toutes les responsabilités de la famille et de s'occuper de l'éducation de ses enfants. La mère Virsta était mon institutrice. On l'aimait. Vous savez, si l'institutrice passe son temps à gronder ou à punir les enfants, alors ceux-ci font davantage de bêtises. Mais si elle sait se montrer douce,
Alors, les enfants sont plus sages parce que ce sont précisément des enfants. Soucieuse d'offrir à ses fils un destin qui les rende heureux, la mère les inscrit à l'école de Vujnica. Aristide suit des cours violon et Thémistocle, le cadet, entreprend des études de peinture. Ainsi ont été fixées très tôt leurs vocations artistiques, l'un dans la composition musicale et l'autre dans la peinture. Peu de temps après, la famille déménage à Tchernivtsi. C'est notre école qui est devenue un foyer de culture et qui a formé la Bucovine cultivée. Avant 1808, il n'y avait pas d'école qui puisse éduquer les enfants et leur donner une instruction. Pourtant, le destin de Thémistocle allait connaître un tournant décisif qui l'amènerait à mener une vie loin de son pays natal. En effet, la guerre et l'arrivée des troupes soviétiques en Bucovine le contraignent à fuir sa patrie pour échapper à la terreur stalinienne. Thémistocle Virsta rejoint d'abord Bucarest, où son frère poursuit ses études de musique. C'est dans cette ville qu'il lui aussi va se perfectionner dans les beaux-arts, en étudiant la peinture, la sculpture et l'architecture. Le jeune homme de 17 ans a donc fait ses adieux à sa mère, mais il ne sait pas encore qu'il ne la reverra plus et qu'il quitte l'Ukraine pour quelques dizaines d'années. À Bucarest, il ne profite pas longtemps de la liberté, car à la fin de la Seconde Guerre mondiale, la Roumanie signe le pacte de Varsovie et rejoint le bloc de l'Europe de l'Est, qui vit dès lors sous le joug de la domination stalinienne. Thémistocle se voit dans l'obligation de fuir à nouveau. Il décide alors de s'établir en Yougoslavie, pays dont le dirigeant Joseph Broz Tito entreprend de couper tout lien de subordination avec l'URSS de Staline. Tito a le dessein de faire suivre à son pays son propre voie vers le socialisme, sans avoir à rallier un camp, que ce soit celui de l'Est ou celui de l'Ouest. Mais ce pays traverse très rapidement une période où sévit une véritable chasse aux sorcières. En pleine guerre froide avec Staline, Tito fait arrêter et exécuter des ressortissants des pays socialistes réfugiés en Yougoslavie. Thémistocle est arrêté et accusé d'espionnage. Par miracle, il échappe certes à la peine de mort, mais il est condamné à la prison à perpétuité, c'est-à-dire aux travaux forcés. Pourtant, la chance sourit au peintre. Après un périple hasardeux et pénible, il rejoint l'Italie, où il peut enfin se poser et respirer à Trieste. Il était alors difficile de croire que tous ces ennuis n'étaient que de mauvais souvenirs et qu'il se trouvait enfin dans un monde libre. Il gagne Venise, où, lui, semblait-il, le temps s'est arrêté, où tout homme ne pouvait que ressentir l'harmonie et la confiance en soi. Puis, il se rend à Milan, la majestueuse. Virsta, rassuré, reprend ses esprits et se dirige vers Paris, la terre promise à laquelle aspire chaque artiste. Virsta arrive à Paris en 1950 et, dès son installation, le peintre ressent au plus profond de lui une excitation créatrice à nul autre pareil. Mais placé dans l'obligation de gagner sa vie, il est contraint de réaliser des œuvres purement commerciales. Il peint quasiment mécaniquement, comme à la chaîne, un grand nombre de paysages et de vues de Paris, tableaux qui, après la guerre, faute de cartes postales, se vendent bien auprès de touristes. Tous les matins, il quittait son domicile pour rechercher dans Paris des endroits pittoresques et y faire ses croquis. Il racontait « Dès que je commençais à travailler, des passants venaient me commander un croquis, car il n'y avait plus, à l'époque, de cartes postales. Le pays des suites de la guerre s'était transformé en un champ de ruines couvert de débris. Et chacun voulait envoyer à ses proches un petit signe, un souvenir du pays visité. » Et il ajoutait « Dès que je déballais mon matériel, on me passait immédiatement une commande. Ça aidait à suivre. » Virsta travaille aussi comme peintre décorateur au théâtre et au cinéma. Il réalise même des projets pour un cabinet d'architectes, mais il continue néanmoins à suivre des cours dans des établissements publics et privés pour y étudier notamment la sculpture. Dès cette époque, il commence à enseigner à l'école des beaux-arts.
Wursta ne manque pas de rappeler que, pendant cette période très difficile, il n'était pas rare qu'ils se partagent l'argent que l'un avait obtenu grâce à la vente d'une de ses toiles. Mais Thémistocle reste plein d'enthousiasme et réussit à organiser ses premières expositions. Il se déplace sur une vieille moto et plus tard dans une Citroën 2 places. Mais malgré toutes ces difficultés, Wursta continue à travailler avec quelques-uns des artistes les plus connus à cette époque. Для прем'єри фільму «Орфей» спускається в пекло, там, де грає. Wursta a noué des liens d'amitié très solides avec le très en vue Jean Cocteau, justement lors de la réalisation d'un de ses plus célèbres films, Orphée, dont Jean Marais assumait le rôle titre. Wursta passait souvent dans l'atelier du maître pour l'écouter lire ses poèmes. Thémistocle a donc été choisi pour décorer la salle du cinéma où a été projeté ce film. Ainsi, ce sont ces décors qui ont accueilli le public qui s'est rendu à la première du film. En outre, on se souvient que dans le film de Cocteau, il y a un plan célèbre où l'on voit la mort traverser un miroir après avoir enfilé des gants de caoutchouc. En réalité, c'était un miroir composé d'un mercure liquide dans lequel la comédienne plongeait sa main gantée, car il n'y avait pas à l'époque d'effets spéciaux aptes à créer cette illusion. Wursta et Cocteau ont été à l'origine de l'invention de ce miroir. On peut même dire que Thémistocle a soufflé cette idée à Cocteau. Він підказав пан Тhémistocle Жану Cocteau тоді. Le frère de Thémistocle, Aristide, l'a rejoint à Paris. Il est arrivé de Buenos Aires, où il avait donné des Wursta-concerts. En France, Aristide embrasse la profession de professeur et enseigne l'histoire de la musique. La présence de son frère constitue un grand soutien pour Thémistocle. Il gardera longtemps le souvenir ému de ces soirées où Cocteau, auréolé de sa célébrité, récitait des poèmes accompagnés par Aristide qui jouait du violon. C'est à cette époque que l'artiste ressent un besoin irrésistible de franchir les limites de son art pour y faire de nouvelles conquêtes. Thémistocle Wursta réfléchit alors à sa propre évolution artistique. Il prend conscience que le but essentiel de la peinture réside dans le fait de transmettre au spectateur les émotions et les sensations ressenties par l'artiste et d'inciter ces derniers à contempler la réalité telle que l'artiste la lui dévoile. Wursta se sent limité de l'art traditionnel qui ne lui permet pas de représenter sur une toile ni ses convictions les plus profondes, ni les idées qu'il caresse depuis longtemps. Mais selon Wursta, il n'était pas très recommandé dans les années 50 d'explorer les possibilités d'une peinture abstraite car elle était associée aux expériences artistiques de la modernité du début du XXe siècle. On le considérait donc comme une page qu'il fallait définitivement tourner. En effet, dans l'exaltation euphorique de la France d'après-guerre, domine l'idée que, après les malheurs vécus pendant le conflit, il est nécessaire de représenter sur des toiles réalistes, avant tout, la beauté de la vie sous les couleurs les plus vives. Mais rien ne peut retenir des artistes emportés dans un élan créateur irrésistible. На нас кидалися і мистецтвознавці, і критики, і некритики, Les critiques, les experts, les historiens nous attaquaient en disant que nous ne pouvions pas créer des abstractions, car l'abstraction dans l'art est nocive. Абстракція у мистецтві є шкідлива навіть. Мистецтво, навіть якщо воно абсолютно натуралістично, фотографічно, подібне до дійсності. L'art même, s'il est absolument naturaliste, photographique, proche de la réalité, a toujours un caractère conventionnel. Toute composition musicale est une pure abstraction. Toutes les images créées en musique n'existent pas en réalité. Elles existent sur une courte période et c'est tout. Si ce n'est pas noté, alors cela n'existe que dans l'imagination, dans la mémoire. C'est-à-dire, toute création artistique est mythique. En effet, c'est une création de l'artiste et Wursta invente une matière extrêmement intéressante qui consiste à marier l'intuitif et le rationnel. Manet
Manet a peint un misérable, si grand, si merveilleux. Comme modèle, cet homme n'est pas intéressant. Mais le tableau est un chef-d'œuvre. Il est devenu seulement un prétexte pour la création d'un chef-d'œuvre, le prétexte pour une création artistique très profonde. Tout dépend de l'artiste et non pas du sujet choisi. Le passage de Virsta à l'art abstrait devient pour lui une libération créatrice et vitale. Il est libre de créer et vivre sans entrave. C'était une révolution qui se produisait en moi. Il fallait trouver de nouvelles voies, monter à un niveau supérieur. De larges perspectives s'ouvrent devant l'artiste. Maintenant, il sait ce qu'il désire. En 1958, Thémistocle renonce définitivement à l'art figuratif et adopte résolument les voies de l'art abstrait. Aussitôt, sa situation matérielle s'améliore. Et désormais, il peut quitter la mansarde pour déménager dans un atelier plus confortable à Montparnasse. Dès 1960, Virsta possède déjà une réputation bien établie dans les cercles artistiques. Il connaît dans cette période un plein épanouissement artistique. Il est aussi pris de passion pour la sculpture, ce qui l'amène à croiser les plus grands artistes de cet art, en particulier son compatriote originaire de la Bucovine, Constantin Brancusi, et l'un des plus éminents sculpteurs du XXe siècle, un Ukrainien, Alexandre Archipenko. Leurs racines communes les amènent à se rapprocher et leur relation se transforme très vite en une véritable amitié. Він розповідав так, що він заробляв тим, що в теніс грав за гроші. Il a raconté qu'il jouait au tennis en tant que partenaire rémunéré, mais il faisait en fait de la figuration. Au cours d'une partie de tennis, il a connu un homme. C'était aussi un peintre, un espagnol, c'était Pablo Picasso. Plus tard, Pablo Picasso l'a présenté à Archipenko, qui avait le souci de venir en aide à ses compatriotes ukrainiens. Celui-ci a effectivement aidé Virsta à organiser ses premières expositions. Virsta fréquente assidûment ce maître célèbre qui aura une grande influence sur lui. En effet, c'est en s'inspirant du cubisme sculptural d'Archipenko que Thémistocle commence ses grandes séries artistiques. Archipenko, à son tour, est très impressionné par le talent puissant de Thémistocle et lui apporte toute son aide pour que le talent du peintre bucovinien puisse s'exprimer sans entrave. C'était en 1960. Archipenko est venu à Paris et s'est rendu chez Virsta. Il a vu que celui-ci faisait des tableaux modernes, avant-gardistes, et il lui a dit « Je te donne rendez-vous dans 3 jours à la Coupole. » Virsta a répondu « J'y viendrai. » Il y est allé et a vu qu'il y avait là Archipenko et quelques autres personnes. Archipenko le présente à tous et dit « C'est un excellent artiste. Agissez envers lui comme si vous le faisiez envers moi. Il est vraiment un artiste merveilleux. » On peut considérer que ce n'est pas un hasard que cette rencontre importante ait eu lieu dans un vrai foyer artistique que la brasserie parisienne La Coupole. En effet, c'est là que se rencontraient des artistes renommés venus de toute l'Europe. Picasso, Matisse, Camus, Sartre. Virsta, reconnu comme un des maîtres de la peinture contemporaine, fréquentait assidûment ce lieu où il trouvait de multiples occasions pour conforter et enrichir son inspiration. Яке був дуже знаний з початку 20 століття, де митці Ce café était très connu depuis le début du XXe siècle. Les artistes s'y réunissaient pour discuter. Les peintres avaient établi une tradition qui invitait chaque artiste à peindre ce qui lui convenait sur les colonnes. Au demeurant fort laide de la brasserie. À cette époque,
Le talent du peintre bucovinien peut s'épanouir dans toute sa plénitude. Ses premières peintures à l'huile sont des exemplaires caractéristiques de l'abstraction lyrique, initiée par les représentants de l'école de Paris. Incontestablement, Thémistocle Virsta a compté parmi les personnalités les plus importantes de cette école. L'abstraction lyrique tâchait d'inventer des formes amusantes et poétiques. Cette abstraction lyrique s'est constituée en réaction contre l'abstraction américaine qui était expressionniste. Et nous avons nommé la nôtre lyrique parce qu'elle était plus proche des gens, de l'artiste. Elle était moins sèche, cette abstraction. Il faudra des années avant que les artistes, au-delà de leur époque, obtiennent une reconnaissance méritée. Il y a pour ce courant une certaine aversion. Certes, maintenant on la recherche, cette abstraction, dans le marché de l'art, mais à l'époque on ne nous comprenait pas du tout. Les gens voulaient voir uniquement ce qu'ils comprenaient. L'art véritable doit être porteur de hautes valeurs spirituelles. Un artiste sait comment les transmettre et il peut le faire d'une façon très exacte. Mais ce transfert peut produire une œuvre froide, morte et désagréable, bien que belle. Mais il est aussi possible que ce transfert soit plus abstrait, ce qui donnera une œuvre merveilleuse, vivante et attirante. L'étoile de Virsta présente des images multiformes et émotionnellement colorées. Ces images reflètent les recoins les plus secrets de l'imaginaire spirituel du peintre. Ces œuvres inspirent. Comme elles sont singulières, de ces toiles émane donc une inspiration singulière. Leur côté radieux me fait penser à un oiseau du paradis. Eh bien pour moi, c'est quelque chose d'extraordinaire. L'artiste cherche à mettre en relief ce qu'il veut faire passer en premier lieu au spectateur. Selon Virsta, plusieurs artistes contemporains créent leurs œuvres comme s'ils vivaient encore au XIXe siècle. Il les invite donc à vivre et à peindre en s'immergeant dans leurs époques. Le passé n'est qu'un document, il est au fondament de ce que je fais aujourd'hui, mais je veux vivre et entrer de plain-pied dans mon temps. Il peut paraître curieux de voir que fréquemment l'artiste ne donne pas de titre à ses toiles. Mais c'est tout simplement parce qu'il considère que c'est au public de définir ce que la toile représente pour lui-même. L'essence de l'abstraction lyrique est là. L'artiste peut représenter toutes sortes d'images. Pourtant, c'est au public de décider ce que l'œuvre signifie pour lui. Mais dans tout le cas, il s'agira toujours d'une forme exprimant des émotions et des sensations positives, purement lyriques et heureuses. Il était présent à son exposition à l'école des Beaux-Arts. Moi, je commentais au public une de ses toiles. Au terme de ma péroraison, il a dit « Vous savez, je n'aurais jamais réussi à imaginer ce que vous racontez. » J'ai répondu « Il est quand même bien possible que la toile le représente. » Il a répliqué « Puisque vous le dites, c'est exact, vous avez raison. » Lors de la création de ces toiles, Thémistocle entretient un véritable dialogue avec ses œuvres. Et vous travaillez, et vous savez qu'elle n'est pas prête encore, car elle n'est pas encore vivante, elle ne s'est pas présentée. Elle n'a pas encore parlé. Jamais une toile ne peut n'être qu'une toile, n'être qu'une enveloppe extérieure. Elle doit avoir un contenu intérieur, bien qu'il soit difficile de le lire. Pour l'artiste, l'essentiel, c'est de répondre à l'appel d'un profond écho artistique.
Mettez-y le maximum, tout ce que vous avez, dans chaque toile, le maximum que vous puissiez. Et si vous n'en pouvez plus, vous n'en pouvez plus. Ça veut dire qu'elle est terminée. Mais elle doit vous dire assez. Parce que je suis prête. Et il arrive, souvent, que ce soit seulement quelques temps après l'achèvement de ces toiles que l'auteur en découvre le contenu intérieur. La voilà terminée et j'en parle. Vous allez la regarder. 1 an, 2 ans, 3 ans après, vous êtes étonné qu'elle soit si moderne, si vivante. Et vous êtes même étonné que ce soit vous qui en êtes le créateur. L'étoile de l'artiste amène le spectateur à entreprendre un voyage passionnant dans ses réflexions et ses sensations. Thémistocle dit que chaque personne qui vient le voir, qui vient voir ses toiles, va ressentir quelque chose. Mais cela ne doit pas être ce que lui aurait mis, mais ce que cette personne y mettra elle-même. L'artiste tient à faire un don d'émotions positives. Pourtant, l'interprétation de ces émotions par différentes personnes peut être bien différente. Ce qu'il a peint est vague. Et vous pouvez voir ce que vous voulez. Les toiles sont les reflets de la lumière, de la beauté dont vous pouvez profiter à votre guise. Nous voyons son tableau avec composition en métal. Je dis à Thémistocle, tu as vu? Il est sens dessus-dessous. Car moi, je fais partie de ceux qui aiment poser des questions. Je dis, croyez-vous que vous vous soyez trompé? Elle dit, non, je le sais, je l'ai mieux de cette façon et c'est pour cela que je l'ai mise ainsi. En donnant un titre à son œuvre, l'artiste se fonde exclusivement sur sa perception profonde. Vous devez ressentir quand vous lisez le titre du tableau et que ce titre lui va bien. Vous pouvez donner n'importe quel titre, mais ce titre doit convenir, être en harmonie. Pourtant, le but essentiel de l'artiste, c'est l'accroissement du bien. Pour moi, en tant que peintre, il était intéressant de le comparer avec d'autres maîtres tels que Rothko, Nicolas de Staël, Pollock. Il est vrai que leur monde abstrait est assez effrayant et rude. On ne peut pas dire qu'il est dépressif. Mais il véhicule des réflexions lourdes, des recherches sur des sujets pénibles liés au XXe siècle, à la tragédie du XXe siècle, à la guerre, au désespoir. Mais pour Virsta, pour son abstraction lyrique, c'est le contraire. Il est évident que Virsta, après avoir traversé un grand nombre de difficultés dans sa vie, a réussi à atteindre des idéaux radieux et joyeux dans son art. Il crée une autre réalité, la réalité de la lumière et du bien, de l'amour. Il n'est pas étonnant, je pense, qu'une personne condamnée à mort, ayant réussi à s'évader d'une prison, survivante malgré tout, perçoive la vie comme une nouvelle naissance. L'amour, la joie, le sens de l'humour et l'optimisme accompagnaient toujours le peintre dans la vie et dans son œuvre. Il aimait toujours la vie et les gens. Il était toujours gentil. Sa maison était toujours accueillante. Il organisait des soirées où se réunissaient des poètes
Des peintres, des musiciens, tout était intéressant pour lui. Ви знаєте, у житті є така справа, il faut pas se prendre Vous savez, dans la vie, il y a une chose importante. Знаєте, Il ne faut pas se prendre en sérieux. серйозно тримати, Il faut але vivre жити sa vie. життя. Quand un peintre se met au travail, il ne sait pas quel sujet précis naîtra dans son pinceau, mais il ressent avec acuité l'atmosphère générale que doit exprimer son tableau. J'avais toujours l'impression que, d'une certaine manière, il sait précisément ce qu'il a l'intention de créer. Il sait ce qu'il va représenter. Mais dans le même mouvement, il est toujours prêt à s'abandonner à toute improvisation. Pour se concentrer au maximum sur son travail, le peintre doit s'isoler du monde. Il faut avoir à l'esprit que la vie artistique est réservée aux solitaires. Même quand ils se réunissent de telle ou telle façon, les artistes ont aussi besoin d'un tel isolement, car ils resteront toujours des solitaires. La solitude aide à se concentrer exclusivement sur l'activité artistique en cours, laquelle demande du calme et une profonde aptitude à la contemplation. Dès que je me mets au travail, je m'oublie moi-même. Dès que je m'oublie moi-même, je peux commencer mon travail. Certes, de temps en temps, il me tourmente. Mais le plus souvent, il me transporte. Parvenir à état de contemplation profond pendant son travail créateur est pour Wiersta un principe auquel il ne saurait déroger. Un célèbre peintre-graveur parisien, Michel Walfender, dont l'atelier se trouvait dans le voisinage de celui de Wiersta, se souvient du credo créateur de Thémistocle. Ce n'est pas dans la précipitation, c'est dans le calme qu'est votre force, dans le repos qu'est votre force, dans le calme qu'est votre profondeur et votre soutien. Pendant les années 60, Wiersta connaît une période de création artistique très féconde. Il travaille beaucoup, sans fatigue, mais comme il le dit, je ne cherche pas, néanmoins je trouve, car il est nécessaire que ma peinture soit prise dans le flux d'une évolution permanente. Je ne faisais pas des tableaux, mais je cherchais à créer une œuvre. C'est pourquoi aucune de mes toiles ne ressemble à une autre. Quel que soit le nombre de tableaux que je crée, il n'y a pas deux qui soient identiques. Pris dans son élan créateur, le peintre cherche son inspiration en s'abreuvant à différentes sources. Regardez comment Thémistocle travaille. Il peint en écoutant de la musique. Il trouve de nouvelles ressources créatrices dans ses origines, dans son peuple. Il y avait aussi les chants traditionnels qu'on chante et qu'on écoute encore en Ukraine, les chants de nos ancêtres que nos pères nous avaient chantés, chants qu'une association en France employait à faire revivre. Ce sont les chansons et les Cosaques, Sifer, Verchovino. Thémistocle chantait avec nous, il était le chef du groupe. Je ne me rappelle plus quelle voix il avait. Celle d'un ténor ou d'une basse. C'était très gai. On s'installait avec un petit verre et on chantait à la cosaque. Wiersta a changé plusieurs fois d'atelier tout en veillant à rester au centre de Paris. Ainsi se trouvait-il en permanence au cœur de la vie artistique de la capitale française. Alors qu'il entretenait des liens étroits avec des peintres français, il veillait toujours néanmoins à rester en communication avec des peintres ukrainiens. Parmi ses proches amis, on peut dénombrer des maîtres de la peinture parisienne de l'époque, Vassil Khmeluk, Oleg Sarychenko et Mikhailo Andrienko. Il connaissait aussi intimement Mykola Kryczewski, Ivan Avenikiv, Anatoly Yablonsky, Yuri Kulchitsky et Sophie Zaritska. Comme ce fut le cas au début du siècle, les artistes ukrainiens étaient donc au cœur de la vie artistique de Paris et faisaient partie de ses représentants les plus éminents. Même s'ils appartenaient à différents courants, ils possédaient tous un trait commun, la finesse des formes et l'éclat de l'expression.
ce qui est une caractéristique particulière qui permet de les distinguer au premier regard au sein des productions de la peinture mondiale. Thémistocle disait aux jeunes en Ukraine quand ceux-ci lui demandaient des conseils pour bien peindre. Aussi son enseignement se résumait-il à ces quelques mots. Je ne peux pas vous dicter une recette, mais je n'ai qu'un mot d'ordre à vous dire. Travaillez, travaillez, travaillez. Sur plusieurs de ses toiles, le peintre fixe des objets métalliques et invente ainsi une technique très originale à son époque. Dans ce cas, il utilise de préférence de la gouache. C'est pour l'artiste une façon inédite de poursuivre sa recherche picturale dans le cadre de l'abstraction lyrique ou de l'art informel, comme on le disait aussi. L'essentiel pour Wiersta reste à travailler en harmonie avec ses sensations artistiques et de rester fidèle à ses propres principes, en restant éloigné de toutes les conventions qui entreverraient sa liberté créatrice. Il y a des artistes qui choisissent d'abord une forme, qui ensuite la stylisent et qui enfin en extrait une abstraction. C'est une méthode. Il y en a d'autres et parmi elles, il y a celle que moi-même je préfère, à savoir improviser en partant de rien. Dans son œuvre, Thémistocle Wiersta a toujours cherché à suivre la voie tracée par son désir d'approcher le mystère de l'âme humaine par des moyens artistiques. À la suite d'une longue quête artistique, Thémistocle Wiersta passe de la peinture à l'huile à l'acrylique. Ce matériel permet d'exprimer toutes les aspirations créatives de l'artiste, de transmettre sur une toile la gravité, l'intensité et le drame. Cependant, il y a aussi des inconvénients. La peinture acrylique limite considérablement la capacité de l'artiste, parce que, contrairement à l'huile, elle sèche rapidement. Par conséquent, il est difficile de corriger quelque chose et de le mettre au point. Pas tous les artistes aiment cette technique, bien qu'elle offre d'énormes possibilités. Wiersta a toujours apprécié la possibilité de pouvoir travailler avec acrylique ainsi qu'avec aquarelle, c'est-à-dire d'obtenir des touches très légères, très transparentes. Vous pouvez travailler avec de l'acrylique dans la technique de l'empattement et ainsi créer des volumes littéralement et physiquement notables. Lorsque les touches sont serrées, les couches se chevauchent. Wiersta préfère des œuvres miniatures en acrylique qui étaient nettement mises en relief sur le fond de ses œuvres précédentes et n'ont pas toujours été appréciées par des critiques et des admirateurs de l'art. Thémistocle a commencé à peindre des tableaux acryliques, mais au petit format, qui ne s'inscrivent pas d'ailleurs dans son style. Regardez bien. Là, vous verrez de divers tableaux plus grands. Il a besoin de différents lieux. Il doit être vivant à travers ses toiles. On trouve des images presque figuratives dans certaines de ces miniatures acryliques. Par exemple, ces fleurs sont à la limite de la peinture imagée et de la peinture d'objets. Le spectateur y découvre leur beauté extérieure, aussi bien qu'intérieure. Les peintres qui y peignaient étaient venus de l'Est. Ils ont un sens de la peinture. Regardez bien, les Français ne le possèdent pas. Le grand peintre, Picasso, il en rangeait beaucoup. Mais il n'a pas ce sens de la peinture comme on le trouve par exemple chez Grishenko. Picasso, lui, il travaillait mais n'a pas ressenti ses couleurs. Lorsque vous voyez des tableaux des peintres ukrainiens, vous les sentez d'emblée. Tout devient joyeux autour de vous. Ce sont les conditions historiques et sociales qui déterminent la perception exceptionnelle des couleurs par les artistes ukrainiens. En Ukraine, ils ont vu des icônes. Des icônes et des iconostases, et sont nombreuses. Grâce à elles, ces peintres ont appris ce que signifie la beauté. Tandis qu'en France, c'est tout à fait autre chose. Les racines de l'amour de Wiersta envers les couleurs explosives remontent probablement à son passé bukovinien. L'esprit de l'art populaire ukrainien se ressent clairement à travers ses œuvres faisant écho aux ornements des Carpates. L'éminent écrivain ukrainien Vassil Barka a écrit un jour que Thémistocle Wiersta
avait apporté dans ses œuvres l'esthétisme de la perception du peuple ukrainien, exprimé dans les chansons, la broderie, les toiles. En y empruntant leurs pittoresques conventionnels et visuels, l'artiste cherchait par là les moyens de créer une peinture extraordinaire. Dans les œuvres de cette période, l'accent est mis surtout sur les solutions claires quant à la couleur et la plastique. Il choisit si soigneusement toutes ces touches. Il essaie donc vraiment de sentir cette couleur, cette vigueur, son expression dramatique et en même temps dissimulée. C'est peut-être de là que provient dans les tableaux de Wiersta cette création de la couleur tellement précise, presque mathématique, qui étonne et ravit le spectateur jusqu'au plus profond du cœur. Son soin de la couleur, dont le choix est accompagné d'une réflexion extrêmement minutieuse, même parfois ces couleurs semblent-elles si inattendues et ces combinaisons parfois même maladroites, mais en réalité, c'est une sorte de collision de pensées qui existait à côté de presque simultanément. L'artiste pratiquait la performance de miniatures acryliques en temps réel. Les visiteurs des expositions artistiques pouvaient lui commander sur place une telle miniature. Certaines d'entre elles ont été écrites sur papier. Quelques-unes de ces performances se transformaient en événements passionnants. Par exemple, au Japon, Themistokle Wiersta avait travaillé pendant plusieurs jours en direct sur une toile de dizaines de mètres. Une manière impressionnante pour effectuer des tâches incroyables. Il dit « On m'a apporté de la peinture dans des tubes ou des petits seaux sur une poussette et je devais travailler. Commencer le travail dès le début et l'achever sous les yeux du public. Ce qui s'avérait en fait très difficile. Celui qui a travaillé avec des étudiants ou a peint ces mêmes études en public comprend à quel point une telle situation paraît encombrante. La présence des spectateurs, leurs émotions, leurs réactions peuvent te blesser. À quel point cela peut neutraliser tes émotions, t'absorber. C'est en fait assez difficile. Mais dit-il, je voudrais bien savoir comment pourrais-je m'en débrouiller. C'est vraiment un homme prêt à surmonter des obstacles. Le penchant à l'expérimentation et le désir de se poser des tâches difficiles conduisent parfois l'artiste à des choses curieuses. Aussi racontait-il qu'ils étaient une fois au Salon de Paris. Les artistes y exposaient leurs peintures. L'un d'eux, se trouvant à côté, lui dit tout en travaillant sur son tableau « Themistokle, quelque chose ne m'y plaît pas. Ne pourrais-tu pas modifier quelque chose ?» Il prit un rouleau et y apporta des changements. Plus tard, ce peintre a reçu un prix. Themistokle, non. L'artiste organisait régulièrement des expositions de ses tableaux. Avant tout en France, notamment à Paris, dans les galeries principales, dont la célèbre Arlette Chabot. Les œuvres de l'artiste ont été exposées à Saint-Tropez, Nice et dans d'autres villes françaises. En Europe, des expositions avaient lieu à Bruxelles, Copenhague, dans quelques villes d'Italie et de Suisse. Themistokle Wiersta a été honoré à juste titre de nombreuses récompenses. Signalons entre autres médaille d'or de la Biennale d'Ancona, Italie 1967, médaille d'argent pour la contribution culturelle et l'activité charitable en France et une médaille de bronze de la ville de Paris. En 1973, Wiersta a reçu le prix de la Société d'encouragement au progrès des mains du légendaire Jacques-Yves Cousteau. Au début des années 1970, Wiersta organise des expositions à travers le Canada et les États-Unis. Ses œuvres ont fait sensation à Toronto, Ottawa, Montréal, Détroit, Chicago, New York et dans d'autres villes d'Amérique du Nord. À cette époque, Themistokle Wiersta rencontre une femme qui devient sa muse, son amie, sa fidèle partisane, sa complice et avant tout une femme aimante. Enfin, après de nombreuses déceptions, l'artiste peut poursuivre sa voie en toute confiance.
Orysia, malgré qu'elle soit artiste elle-même, se consacra entièrement à l'épanouissement du talent de son mari. Le foyer familial de Virsta est lui aussi en pleine construction au cours de cette période. Sur la côte d'Azur, au site pittoresque Les Isambres, ils font construire une maison confortable d'après le projet élaboré par Thémistocle lui-même. C'est une belle opportunité pour eux de s'essoler. Madame Orysia et Thémistocle disaient qu'ils aimaient cet endroit parce qu'il est très facilement accessible depuis Paris et on peut y réunir des artistes en plein air. On peut aussi s'y débarrasser de contingences de la ville. En effet, d'une part, ils sont des gens de ville, mais d'autre part, un tel besoin est propre à toutes les personnes d'un certain âge. Quand on a cependant besoin de rester relativement en dehors d'elle, c'est-à-dire pouvoir se retirer dans cet espace purement personnel, en ce temps-là, apparaissent des changements fondamentaux dans sa création artistique. Étant déjà un maître reconnu, Thémistocle commence à se sentir borné par des visées artistiques bien définies. Peu à peu, il crée son propre courant artistique, le symbolisme allégorique. Selon l'artiste, dans son nom, l'allégorie définit une forme et le symbolisme un contenu. Cette période caractérise le plus haut niveau de la maturité artistique du peintre et de la compréhension de sa propre voie artistique. Son tableau Changement est un exemple frappant de cette philosophie de la perception de l'essence de la vie. La libération des formes sémantiques sous-jacentes est projetée sur l'ensemble de tout l'environnement et donne la force pour avancer. La signature particulière de l'artiste qui condense sa vision artistique est à la fois une allégorie et un symbole. Cette signature, elle semble vraiment comme brodée, et très souvent elle apparaît justement sous cette forme comme autographe sur les œuvres de Virsta. D'autre part, cette signature corneille révèle son ironie, son attitude très exigeante envers lui-même. Telle est son attitude envers les autres, mais par rapport à lui-même, il est incroyablement dur. Les peintures de l'artiste de cette période renvoient le spectateur à un monde intéressant et mystérieux à la fois, créé par l'auteur. Je veux que le public crée une ambiance poétique lui-même, déclare Virsta. Ces mots en disent long sur le sens de son travail. Dévouement impressionnant et auto-amélioration continue constituent les grands principes de l'activité artistique du peintre. Il dit qu'il faut travailler sans interruption. En général, c'est ça le credo de l'artiste. Ce que vous faisiez hier appartient déjà à l'histoire. Ce que vous avez fait il y a un mois n'est que de l'archéologie. En d'autres termes, c'est cette attitude envers l'art qui devrait être adoptée par tous les artistes. Le travail intense exigeait de plus en plus d'inspiration et la mobilisation des forces créatrices. C'est pour cela que l'artiste devait toucher sa terre natale, ressentir le souffle de sa patrie, son âme. Thémistocle Virsta n'a jamais rompu son lien spirituel avec l'Ukraine et tout au long des années a voulu visiter la patrie. « Je suis ukrainien, dit Virsta. Je suis de la Bukovine. La Bukovine empreint une personne. » Le Tchérémoche chante et les forêts bruissent toujours dans mes oreilles. Heureusement, l'occasion de visiter la patrie se présenta à lui au moment
où le rideau de fer s'est un peu soulevé, mais la vraie visite de l'artiste bukovinien en Ukraine n'était pas réalisée qu'après la déclaration de l'indépendance du pays. Virsta accomplit son projet ambitieux dans le cadre du programme de l'État effectué par la Commission sur la restitution des biens culturels en Ukraine. L'artiste achète un minibus pour transporter avec son épouse Orissa ses peintures à travers les villes ukrainiennes. Il communique avec les amateurs d'art, organise des expositions et offre de ses peintures à chacun des musées visités. Comme il fallait transporter ces peintures à travers la frontière et puis de nouveau les faire traverser par la même frontière ukrainienne, il est connu que notre législation n'est pas très favorable à ceux qui sont impliqués dans la culture des activités artistiques. Il a été forcé de laisser en souvenir ces quelques œuvres dans chaque musée où il avait été exposé. C'est pourquoi plusieurs de ces tableaux, il les a peints littéralement sur place. Lors de sa tournée en 1997, le couple Virsta a visité Kyiv, Kharkiv, Lugansk, Kherson, Tchernivtsi, Oujgorod, Lviv et Odessa. Dans chaque ville, l'artiste et son épouse repoussaient les attaques des visiteurs de leurs expositions. Comment il a réussi à trouver ce ton pour parler non pas comme un supérieur, mais comme un égal qui transmet non pas des connaissances, mais quelque chose de très précieux dont d'autres gens peuvent en profiter. Vu son expérience de vie plus grande, en fait, sa manière de parler ne suscitait aucune contestation. Tout a été dit si sincèrement qu'on ne pouvait que dire « je peux ». Je veux le faire moi aussi. Temistokl Virsta surprend habituellement son interlocuteur non seulement par sa bienveillance, mais aussi par un désir sincère de comprendre toute personne et de l'aider. De la vie générale, il était doué pour la communication. Il était doué pour faire passer un message, pour exprimer ce qu'il aimait, pour exprimer ce qu'il pensait. C'est pourquoi beaucoup adorent sa peinture, parce qu'ils ont connu l'homme. Les œuvres de Temistokl Virsta suscitaient l'intérêt exceptionnel parce que leur mission n'était pas encore tout à fait comprise. Un artiste doit respecter un autre. Je respecte et j'aime Temistokl. Sa création artistique est très originale. Elle m'intéresse beaucoup. Il est comme un oiseau. Nous ne savons pas ce qu'il chante. Peu importe si son chant est triste ou gai, mais cet oiseau chante toujours en réjouissant la nature et nous-mêmes. Aussi bien comme un oiseau, l'œuvre de Temistokl Virsta est parfois triste. Et en même temps, il nous fait réfléchir sur ce qu'il représente. Chacun de nous, indifféremment, que ce soit l'art traditionnel, exprime aussi une opinion. Il exprime un désir, un entrain vers ce traditionnel. Celui-ci se trouvant quelque part ailleurs sous forme de deux lignes possibles. Ils se rencontrent au loin et à l'horizon, et c'est tout ça ce qu'on appelle l'art. Dans sa Bukovine natale, à Tchernivtsi, les organisateurs ont préparé pour le maître une agréable surprise. La présentation de chacun de ces tableaux était accompagnée d'un jeu de violonistes. Митець зробив дорогий подарунок художньому музею. Картина під назвою «На роздоріжжі» буде прикрашати його експозиції. Спалах мутацій, звив силуетів, знаку і слова. На роздоріжжях, впертістю шляху, далеч сто ока. Ця подія, яка сталася в нашому місті, ваш приїзд через багато років на свою рідну землю, він свідчить про те, що так само, як і ця картина, що більше світла в ній, аніж світлого, аніж темного. Il est à souligner que Temistokl Virsta a réussi à maintenir pendant des années sa langue maternelle, l'ukrainien, bien que, selon lui, il ne l'ait jamais étudié, nulle part. L'enseignement scolaire en Bukovine colonisée par la Roumanie s'effectuait en langue roumaine.
Les enfants ont eu du mal, car on les faisait apprendre pas la langue maternelle, mais le roumain. Il est à souligner qu'en préparant son voyage en Ukraine, l'artiste avait fait une sélection de ses œuvres les plus récentes appartenant à 2 cycles, Les Mutations et Le Signe le mot. C'est dans ces 2 cycles que la vision du point culminant de l'abstraction lyrique contemporain émerge le plus manifestement. Dans ses œuvres, Virsta, semble-t-il, a dépassé son temps et a atteint son but. Ses œuvres deviennent la quintessence de la création d'un bucovinien. Dans les années 90, un motif apparaît très fréquemment dans ses peintures, c'est celui d'un résonateur. Je me demande si ce sont les peintures de l'homme qui a ressenti qu'il avait été compris et entendu. Ou bien, au contraire, ce n'est que le désir d'une telle compréhension, c'est-à-dire un désir de sentir finalement l'interlocuteur. Ressentir cette oreille reconnaissante à laquelle tu sais donner et dire quelque chose. On est capable de toucher le cœur de cette personne. C'est un motif particulier, on le trouve dans plusieurs de ses œuvres, il est très tangible. Ce motif résonne peut-être le plus dans son tableau « L'écho des espaces lointains ». Cette tension, qui tend en dehors, est ressentie presque physiquement. Une gamme de couleurs émouvantes attire intensément le regard. Le spectateur se plonge dans un tourbillon effréné de dimensions parallèles. En 1999, Temistokl Virsta parvient à réunir dans son travail les aspects français et ukrainiens. Il dessine une affiche et modèle des t-shirts pour le match de football entre l'Ukraine et la France à Paris. Il est très divers dans toutes ses manifestations. Autrement dit, il se rend compte qu'en ce moment-là, il y a en lui une conviction d'être un homme déjà réalisé. Pourtant, il réalise qu'il n'a pas le droit de s'arrêter. Il comprend bien qu'il n'est intéressant que lorsqu'il progresse. Doté d'une capacité de travail inépuisable, l'artiste admet que seul avec l'âge, on peut concevoir combien il reste encore à faire et quelle importance ont nos désirs internes et nos espoirs. Malheureusement, le temps passe très vite. Et plus vous êtes âgé, d'autant plus vous avez de projets, de choses à faire. Vous voyez davantage de choses que vous ne connaissez pas. L'activité d'un artiste en France est extrêmement variée. Ainsi ne peut-il pas demeurer bras croisés. Un jour, Virsta avouait que c'est à l'étranger qu'il avait éprouvé plus intensément son amour envers la patrie, son intérêt pour l'histoire et la culture d'Ukraine. « Je suis heureux d'être resté ukrainien », disait l'artiste. Maintenant, il a pour but d'aider d'autres Ukrainiens à rester Ukrainiens. Il a l'intention d'organiser la vie ukrainienne en France. Il n'y a que 2 églises et une bibliothèque pour les Ukrainiens à Paris, a tristement remarqué l'autre jour Virsta. Il veut créer dans la capitale française un grand centre culturel qui assurerait le développement des artistes ukrainiens locaux et organiserait la coopération artistique ainsi que des expositions. Voilà le phénix. Ce centre porte le nom Phénix. Il symbolise le renouveau de l'activité artistique ukrainienne à Paris, si brillante au début du XXe siècle, quand les artistes ukrainiens appartenaient aux élites des grands courants artistiques. C'est vrai que pendant plusieurs années, il essaie avec son épouse Orissia de promouvoir des artistes ukrainiens. Le Phénix devait se transformer en épicentre de la vie artistique ukrainienne en France.
Nous avons été très heureux de ce qu'en 1991, l'Ukraine est devenue indépendante. Pourtant, même après l'indépendance, nous avons vu que les gens avaient du mal à nous visiter. Nous avons donc décidé de fonder une association Phoenix. Pourquoi Phoenix ? Tout le monde connaît ce symbole. Je ne vais pas le répéter. Nous aimerions avoir une communication libre avec l'Ukraine et que nous, artistes, poètes, nous puissions nous rencontrer facilement et parler de l'art. L'exposition Les artistes ukrainiens en France, 1908-1960, au siège de l'UNESCO, fut le point culminant de l'activité de Phoenix. Il ne faut pas sous-estimer le rôle joué pendant tout ce temps-là par Orysia Virsta dans toutes les initiatives de son mari. Il est difficile de dire qui a servi avec plus de dévouement les idéaux de Thémistocle, le maître lui-même ou sa chère, fidèle épouse. C'est une épouse exemplaire. Oui, en effet, elle est une femme absolument parfaite, qui doit se trouver à côté de quelqu'un qui veut devenir artiste. Pendant plusieurs années, le couple servira d'exemple d'entente, de compréhension et d'amour. Voyez-vous, je vais vous dire une chose. Il faut aimer non seulement un homme, il faut aimer aussi ce qu'il fait. C'est Orysia qui a endossé toutes les initiatives de son mari. Virsta lui-même voit en elle une associée. En outre, il la considère comme sa continuatrice. Il est conscient qu'un jour il quittera la terre et que c'est à sa femme qu'incombera le rôle de poursuivre sa cause, les activités de Phoenix, ainsi que de soutenir cette école d'art de Vyjnytsia, aussi bien que tout ce qu'il a déjà commencé, l'organisation de ces leçons de peinture en plein air. Cette expression paraît peut-être banale, mais on peut dire que Orysia est vraiment son ange gardien. Ce n'était pas la dernière visite de Thémistocle Virsta en Ukraine. Il aura encore la chance de visiter son village natal, Ispas, où l'eau, depuis paternelle, lui semblait aussi fraîche et savoureuse que dans son enfance. У 1960 році Тhémistocle Virsta приймав своїй майстерні на Монпарнасі свого земляка Олександра Архипенка, відомого на той час художника модерного мистецтва. Архипенко підтримує його пошуки в малярстві, що відображають світояві та безмежний зв'язок із Всесвітом. Життєве кредо художника – творити і ще раз творити. Не потрібно чекати натхнення, треба працювати, а воно само прийде. Приїхав до нас почесний громадянин нашого села, присвоєне ім'я йому, жителя села Іспас, Тhémistocle Virsta. І сьогодні ми хочемо відкрити тут меморіальну дошку, присвячену його пам'яті. N'ont pas changé le bien-aimé Tcherimoche, auquel l'artiste avait rêvé depuis de nombreuses années, ainsi que les Carpates vertes, avec leur majestueuse forêt de hêtres. Les rayons de sa terre natale inspiraient son esprit, soutenaient l'âme du peintre. Dmytro Markovitch Semaka m'a dit qu'ils étaient amis depuis leur adolescence, allaient ensemble dans les montagnes, cueillaient des champignons, voyageaient à Berehomet. La nuit, ils écoutaient le bramement des cerfs. J'ai décidé de les faire rencontrer car ils ne s'étaient pas vus depuis 1940 à 2002. Donc, comme par hasard, je les ai réunis. Je demande alors à Thémistocle s'il connaît cet homme. Il dit que oui, mais qu'il le regarde toujours avec attention. Puis je pose la même question à Dmytro Semaka. Il regarde sérieusement, en fronçant les sourcils. Puis il se précipite pour se jeter dans ses bras et crie « Timiku, Timiku !» Mais c'est mon ami et nous sommes deux. Je vois que tous les deux sont sur le point de fondre en larmes. C'est un souvenir de cette amitié de jeunesse. Tous les deux, ils étaient très heureux et envahis d'intérêt réciproque. L'artiste a visité aussi la ville de Vyjnytsia où il avait grandi. En 2003, on y avait célébré le 80e anniversaire de son célèbre compatriote dont le nom avait été attribué à la place centrale du village. Pendant plusieurs années, Virsta avait soutenu l'école d'art de Vyjnytsia.
Une chambre-musée des œuvres de Themistokle Virsta sera créée à Vyžnica. À l'école d'art, il y a une classe-musée où on expose quelques-uns de ses tableaux, où l'on peut prendre des notes sur les références bibliographiques de sa vie et son travail. La même année, on lui a décerné en Ukraine l'ordre pour le mérite du 3e degré. Plus tard, le célèbre Hutzul a aussi visité le festival de l'art Hutzul dans son pays natal. Вірсту та його дружину Орисю, які приїхали із Франції на свято свого краю, до води і вогню батьківщини. Que cette Ukraine indépendante reste indépendante aussi longtemps que possible. Parce que nous l'avons toujours voulu, y avons aspiré et avons vécu pour cela. Nous espérons qu'il sera toujours ainsi. Même vivant loin de l'Ukraine, en France, il n'oubliait pas ses origines et faisait tout son possible pour ses compatriotes. Avant tout, il se souciait des artistes ukrainiens de la nouvelle génération. Ainsi, les jeunes talents ukrainiens purent-ils venir en France et s'approprier son expérience, ainsi que celle des artistes français. Virsta invita les Ukrainiens à séjourner et à travailler, y compris chez lui, sur la Côte d'Azur. Voilà, nous organisons chaque année, et plusieurs fois par an même, de nombreuses expositions de peinture, de sculpture, prestigieuses, on peut le dire. Les peintres sont les bienvenus à Roquebrune, et c'est la raison pour laquelle nous sommes très heureux d'accueillir prochainement encore donc, nos amis peintres ukrainiens. Je vous ai rencontré donc au cours d'expositions de vos peintres ukrainiens qui sont arrivés chez vous et que j'ai eu le plaisir de découvrir leur peinture et surtout rencontrer votre époux qui est un grand peintre et avec qui j'ai pu dialoguer et visiter votre villa. Nos rencontres avec ces peintres sur les Issambres Roquebrune et bien sûr que c'est toujours avec plaisir que nous les recevons sur notre commune. Pour les jeunes artistes, c'est une possibilité précieuse de recevoir des conseils directement de la part du maestro. En prenant un pinceau, on peut montrer comment dessiner une ligne, ou un torse, ou des clairs obscurs. Mais rien qu'une petite impulsion de Themistokle peut provoquer une sensation, un sentiment et un désir de travailler que personne d'autre ne pourrait le donner. La présence de la compagnie de l'éminent ukrainien sur la Côte d'Azur a donné à la jeune génération artistique d'Ukraine une impulsion puissante au perfectionnement. Or, j'observe les artistes venus chez Themistokle au cours de leur travail. Ce sont surtout les jeunes qui m'intéressent. Ceux qui venaient chez Themistokle, ils ont tous trouvé leur chemin. Ils sont jeunes. Ils ont maintenant environ 30 ans. Ils doivent encore chercher pour trouver leur chemin dans l'art. Mais ils sont tous intéressants. Aucun d'eux n'a abandonné l'art. Ils cherchent, ils travaillent, et je crois que s'ils travaillent si dur, c'est en partie parce qu'ils ont eu cette chance de rencontrer une telle personnalité et un artiste tellement intéressant. Aujourd'hui, le maître vénérable âgé de 89 ans, vivant dans sa villa aux Issambres, analyse sa vie et sa carrière qui était mouvementée et à la fois très excitante. Ici, il contemple la mer d'un regard rêveur et réfléchit sur la beauté du monde et sur la vocation de l'artiste de chanter.